Chers collègues, aujourd'hui nous souhaitons vous présenter le cas d'une patiente venue à notre observation au cours de sa 7e semaine d'aménorrhée, en raison d'une suspicion de kystes dermoïdes bilatéraux. Kystes dermoïdes et tératomes kystiques matures sont des néoplasies ovariennes bénignes d'origine dysontogénétique issues de cellules germinales totipotentes de l'ovaire, pouvant se différencier en différents types de tissus. À l'examen histologique, les tératomes kystiques matures contiennent des éléments provenant des 3 feuillets embryonnaires, l'ectoderme avec de la peau et des cheveux, le mésoderme, le plus fréquent, avec du tissu adipeux ou musculaire, et l'endoderme, à contenu mucineux. Les tératomes kystiques malins ou immatures sont rares et contiennent des tissus embryonnaires non différenciés, généralement d'origine neuroectodermique. À l'échographie, ceux-ci sont généralement solides, de forme irrégulière et présentent une vascularisation intralésionnelle. Les kystes dermoïdes, dans la population générale, représentent environ 20 à 30% de toutes les tumeurs ovariennes, avec un pic d'incidence entre 20 et 40 ans. Il est donc rare qu'ils apparaissent avant la puberté ou après la ménopause. Pour cette raison, c'est la tumeur bénigne qui est le plus fréquemment associée à la grossesse. La présence de kystes dermoïdes de façon bilatérale, cependant, n'est pas courante, représentant environ seulement 10% des cas. En revanche, il n'existe pas de facteurs de risque spécifiques et bien définis liés à leur apparition. Cliniquement, les tératomes kystiques matures sont souvent asymptomatiques. S'ils sont symptomatiques, ils peuvent provoquer des douleurs pelviennes, une pesanteur, des troubles urinaires ou intestinaux par effet de masse. L'échographie transvaginale est l'examen de référence souvent diagnostique. Ce sont des lésions caractérisées par des bords réguliers et bien définis. En général, la vascularisation est absente ou minime et elle est périphérique. Le contenu du kyste est mixte. À l'intérieur du liquide kystique, il est courant d'observer des spots ou des stries hyperéchogènes, mobiles ou fixes, correspondant à des cheveux, du sébum et du matériel kératinique, souvent associés à un cône d'ombre postérieur. Un autre élément hautement évocateur est le nodule de Rokitansky ou dermoid plug. Il s'agit d'une formation solide, hyperéchogène, qui fait saillie dans la cavité kystique avec une atténuation périphérique du faisceau ultrasonore due à la présence de tissus adipeux. Je vous montre maintenant la vidéo échographique relative au cas que je vous ai présenté au début de cette présentation. La patiente est une primipare, enceinte à la 7e semaine d'aménorrhée, qui a obtenu la grossesse actuelle sans recourir à des techniques de procréation assistée et qui n'a jamais subi d'intervention chirurgicale. Comme d'habitude, nous commençons notre examen échographique par une approche transabdominale afin d'exclure la présence de masse ou de formation dans le haut de l'abdomen, puis nous passons à l'examen échographique avec une sonde endovaginale. On observe une chambre gestationnelle bien implantée au fond utérin, où l'on distingue un embryon avec activité cardiaque et dont la longueur crânio-caudale correspond aux semaines d'aménorrhée. Au niveau de l'annexe droite, on peut observer la présence d'une formation kystique présentant des contours irréguliers, avec un contenu hypoéchogène et un signal négatif au Doppler couleur, mesurant 30 mm par 17 mm. À l'intérieur de cette formation, on observe un nodule hyperéchogène avec un cône d'ombre postérieur très caractéristique d'un kyste dermoïde. Nous pouvons remarquer que les 2 ovaires apparaissent adhérents à la face postérieure de l'utérus. Il s'agit en effet d'ovaires en kissing ovaries. Cette découverte échographique peut très probablement être liée à un processus inflammatoire méconnu qui, en générant des séquelles cicatricielles, a provoqué une sorte de traction des annexes, entraînant ainsi leur déplacement. Nous allons maintenant passer à l'étude de l'annexe droite. On observe que cet ovaire est lui aussi occupé par une formation hypoéchogène, présentant des contours parfaitement réguliers et mesurant 17 par 16 mm. Cette formation tissulaire ne présente aucun signal de flux au Doppler couleur, un élément qui nous permet donc de l'attribuer, dans ce cas aussi, à un kyste dermoïde. Nous pouvons enfin noter la présence d'une autre formation,
immédiatement adjacente au parenchyme ovarien gauche, de forme oblongue, multiloculée, à contenu anéchogène et négative au Doppler couleur. Celle-ci pourrait être, en première hypothèse, un kyste d'adhérence lié à un processus inflammatoire d'origine inconnue ou bien être associée à un hydrosalpinx. Dans ce cas, les cloisons observées seraient en réalité dues à la flexion de la trompe elle-même qui apparaît dilatée et à contenu anéchogène. Je conclus cette présentation avec quelques messages à retenir. L'incidence de transformation maligne des tératomes kystiques matures est très faible. Le principal risque clinique reste en effet la torsion ovarienne. En l'absence d'indication chirurgicale, un suivi échographique est approprié, d'abord à 6 mois puis annuellement. En revanche, pendant toute la grossesse, un suivi médical mensuel est vivement recommandé. Le recours à une intervention chirurgicale, effectuée de préférence par laparoscopie, est réservé aux cas symptomatiques ou dont la taille dépasse les 5 cm, en tenant toujours compte de l'âge de la patiente ainsi que son désir de maternité. Il est important de rappeler enfin que le diagnostic définitif est toujours histologique. En effet, l'échographie fournit des critères de bénignité qui restent valables si la formation ne change pas de taille au fil du temps. Ainsi, pendant la grossesse, si lors des contrôles échographiques mensuels, la formation reste de taille inchangée, on peut envisager une éventuelle ablation avec examen histologique après l'accouchement,